Donc j'ai intitulé mon petit exposé Émergence d'une techno-spiritualité pour le XXIe siècle. Donc, un petit peu comme la charte de l'environnement de notre Constitution française, qui commence en disant le peuple français considérant que, bon, eh bien moi, je vais commencer mon exposé en disant considérant que, alors pas le peuple français, mais l'orateur, le modeste orateur ici présent, considérant que une nouvelle spiritualité a émergé ou est en train d'émerger, en fait a émergé avec le début de la société industrielle, avec pour objectif de donner de la substance à une nouvelle religion qui serait basée sur des écritures saintes, donc selon le même schéma que le catholicisme ou l'islam, etc., etc., et avec également des prophètes à elle. Alors, moi je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, le livre global de cette spiritualité n'est pas encore complètement finalisé, mais le matériau existe déjà dans toute son intégralité, enfin avec ses différentes parties, et la question, c'est de savoir qui, comment, où va se réaliser cette finalisation. Et le support de cette nouvelle spiritualité, c'est la technologie. Alors, pour en parler, pour commencer à en parler, parce qu'on pourra en parler pendant des heures, comme je l'ai dit tout à l'heure, une spiritualité, elle commence à être diffusée par des prophètes. Donc, j'ai identifié 3 prophètes principaux qui s'appellent Herman Daly, Jeremy Rifkin et Yuval Harari. Voilà. Alors, Daly, Rifkin et Harari. Dans l'ordre chronologique, hein, c'est-à-dire Daly le plus vieux, Rifkin et Harari le plus jeune, dans l'ordre chronologique croissant, mais décroissant en qualité. Hein. Daly est de meilleure qualité que Rifkin, qui lui-même est de meilleure qualité, Harari qui est de très médiocre qualité. Alors, on va commencer par Herman Daly, qui est né en 1938 à Houston, au Texas, et qui est mort en 2022. C'est un économiste américain et professeur de l'Université de Maryland. C'est véritablement son passage à l'Université Vanderbilt où il suit les cours de l'économiste Nicolas Georgescu Reagan. Il y a d'ailleurs un disciple de Georgescu Reagan. C'est ces cours qui marquent sa formation intellectuelle et qui commence là à développer une approche critique de la croissance économique qui prend son essor complet à partir de la fin des 30 Glorieuses. De 1998 à 1994, alors c'est très intéressant, il travaille en tant qu'économiste en chef pour la Banque mondiale. Donc là, il sort, disons, de la réflexion théorique pour entrer dans la pratique. Et c'est dans ce milieu opérationnel, je dirais au cœur du réacteur économique des sociétés modernes, qu'il s'aperçoit, de son point de vue à lui, que la théorie de Reagan, théorie de la décroissance inéluctable, pourtant scientifiquement démontrée par le maître, que cette théorie, elle n'est pas recevable aux yeux et aux oreilles, non seulement des dirigeants, mais également du grand public. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il écrit à son maître cette phrase extraordinaire: les gens n'accepteront jamais l'idée de la décroissance. Et tout part de là. Autrement dit, pour être audible, il faut dire les choses que les gens, que le peuple, a envie d'entendre. Et on voit bien qu'on passe ici de la science exacte à l'illusion et à la religion. La religion, c'est dire les choses que les gens ont envie d'entendre. Alors, pour ça, il invente, il met en place le concept de l'état stationnaire comme
alternative à la décroissance économique, tout en continuant toutefois d'affirmer qu'il ne peut pas exister de croissance durable. Donc, la croissance durable n'est pas acceptable aux yeux et aux oreilles du grand public. Il pense que le concept de l'État stationnaire, lui, va être acceptable. Alors, son livre majeur, c'est Steady State Economics, traduit en français par l'économie stationnaire, en 2018. Donc, on assiste après à une première distorsion du concept de la décroissance inéluctable. En théorie de l'État stationnaire, on assiste à une deuxième distorsion qui va intervenir en 92 au sommet de Rio, auquel il participe, Dali, avec l'apparition du concept de développement durable. C'est deuxième distorsion. Premier détournement, économie durable, État stationnaire, s'est transformé en développement durable. On constate que le mot économie, qui, dans le cas de l'État stationnaire, disons, est compréhensible, c'est-à-dire économie durable, oui, État stationnaire, c'est une économie durable. Si on met développement durable, c'est plus un État stationnaire. Donc, c'est une deuxième distorsion. On passe donc de la décroissance inéluctable à la croissance éternelle par le biais du sommet de Rio. Alors, voilà pour le contexte général, c'est-à-dire, si on traduit ça en termes religieux, le paradis. Le paradis, c'est le développement durable. Alors, après avoir posé cette première base, ce premier fondement, le paradis, c'est la croissance éternelle, et c'est Dali qui l'a posé. On va voir maintenant les moyens, alors les prophètes qui ont, parce que Dali ne donne pas vraiment de moyens, quels sont les prophètes ensuite qui ont énoncé un certain nombre de moyens pour atteindre ce paradis. Alors le premier, c'est Rifkin, enfin le premier dans ma liste, c'est Rifkin, qui est né en 1945 à Denver dans le Colorado. Il est diplômé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, qui est l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses du monde, l'Institut HEC américain. Son travail, ensuite, est basé sur une veille, une réflexion prospective, et porte surtout sur l'exploration des potentialités scientifiques et techniques nouvelles, les nouvelles potentialités de la science et de la technique. Alors, bon, après avoir, dans sa jeunesse, je dirais, fauté en militant contre la guerre du Vietnam, en organisant notamment en 1973 une protestation de masse contre les compagnies pétrolières suite à l'augmentation des prix de l'essence qui avait été provoquée à l'automne 1973 par un embargo sur la pétrole de la part de l'OPEP, hein, il passe rapidement à des choses plus sérieuses et plus rentables. Alors, il faut signaler, avant de voir quelles sont ces nouvelles activités de Rifkin après ces frasques estudiantines, il faut signaler que Rifkin est aussi un ancien élève de Roentgen, il a suivi les cours de Roentgen, et que ça lui a inspiré un livre qu'il a appelé Entropie, une vision globale du monde, livre qui a notamment été postfacé par Roentgen, postface dans laquelle le maître disons, rectifie certaines approximations que Rifkin s'est permis dans son développement et clarifie certaines données, mais de façon assez bienveillante. Alors Rifkin, en 1977, il crée une fondation de prospective qui s'appelle la Foundation of the Economic Trends, hein, c'est-à-dire voilà, les tendances économiques, qui prétend travailler sur les enjeux environnementaux, économiques, climatiques, des politiques publiques des États-Unis et des autres pays du monde. À partir de 1994, Rifkin il devient maître de conférence à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il enseigne à des PDG, des cadres supérieurs du monde entier, les nouvelles tendances de la technologie. Et à ce titre, il sillonne le monde, il conseille régulièrement de nombreuses personnalités politiques et chefs de gouvernement
Il donne également moult conférences à 10 000 $ l'unité. Alors, Rifkin est présenté et est effectivement, point de vue objectif, le principal théoricien de la fameuse troisième révolution industrielle, qu'il présente d'ailleurs dans l'un de ses ouvrages éponymes. Troisième révolution industrielle, permettant notamment de répondre à long terme au triple défi d'une crise économique mondiale, de la sécurité énergétique et du changement climatique. Rien que ça. Alors cette troisième révolution industrielle, elle a été officiellement appuyée par le Parlement européen en 2007. Elle est actuellement mise en œuvre par divers organismes au sein de la Commission européenne. Il est fondateur et président de la Third Industrial Revolution Global Business Roundtable, table ronde permanente qui réunit des responsables et plus de 100 éminents spécialistes mondiaux de l'industrie des énergies renouvelables, des énergies ordinaires, des services énergétiques, des entreprises de construction, cabinets d'architectes, sociétés mobilières, entreprises de technologie de l'information et de la communication, de transport et de la logistique. Il donne des conseils auprès des collectivités. Il a notamment conseillé la Commission européenne et le Parlement européen, on l'a déjà dit. Il propose également, Rifkin, ses services aux villes ou aux régions qui souhaitaient développer le concept de la troisième révolution industrielle au sein de leur territoire. Notamment, à partir de 2009, Rifkin et son équipe, parce qu'il se déplace avec une équipe, ils ont mis en place des plans directeurs, des master plans, destinés à mettre en pratique cette troisième révolution industrielle pour les villes de San Antonio, Rome, Monaco, la province d'Utrecht aux Pays-Bas, etc., etc., afin de favoriser la transition des économies de ces territoires. Alors, il a écrit un autre livre qui a également beaucoup été diffusé, The End of Work, la fin du travail, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. La fin du travail, le déclin de la force globale de travail dans le monde et l'aube de l'ère post-marché. Donc c'est un livre qui est paru en 1995, qui a connu un grand succès aux États-Unis avant de rencontrer le même succès en Europe, avec sa traduction de l'année suivante, préfacée dans son édition française par Michel Rocard, Premier ministre à l'époque. Alors ce livre, il a contribué à façonner les débats des années 90-2000 concernant les impacts de la technologie sur l'emploi et sur l'entreprise. Dans un monde où la croissance perdurerait et pourrait perdurer sans emploi. Jobless growth. Alors, Rifkin y prévoit, parce que c'est un prophète, une réorganisation, re-engineering, consistant à raccourcir la chaîne hiérarchique avec des logiciels et des systèmes informatiques qui remplacent les humains. Ainsi s'achève, selon lui, l'ère industrielle fondée sur le travail de masse, au profit d'une transition vers un troisième âge, celui de l'information partagée, révolution scientifique et technique, et surtout, ça c'est le gros pilier rifkinien, l'énergie, la production d'énergie décentralisée. Chacun fabriquant son énergie dans son logement grâce à une technologie ad hoc. Terminé le pic pétrolier, tout ça, ça n'existe plus. Alors, selon la Revue européenne de l'énergie, c'est pas rien, la Revue européenne de l'énergie, aucun auteur ou penseur n'a eu autant d'influence sur les ambitions de l'Union européenne en matière de politique énergétique et climatique que Rifkin. L'association Union of Concerned Scientists a cité plusieurs des publications de Rifkin comme des références utiles pour les citoyens et consommateurs, et le New York Times, a déclaré que beaucoup de gens dans les domaines scientifiques, religieux, politiques, louent Rifkin pour une volonté de voir grand, soulever des questions controversées et en font un prophète social et éthique. Alors, certaines voix, évidemment, contestent cette idolâtrie. Récemment, en France, différents intellectuels ont critiqué le concept de troisième révolution industrielle promu par Rifkin, et notamment Philippe Biwix,
le, disons, le porte-parole des low-tech, qui a qualifié Rifkin de solution high-tech, évidemment à l'opposé, lui, de son évolution low-tech. Bon, Biwix voit la technologie continuer, mais en mode low-tech, alors que Rifkin, lui, elle continue en mode high-tech. Alors, après le prophète scientifique, Herman Daly, et le prophète économique Rifkin, je vais parler maintenant du prophète charlatan qui s'appelle Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, bon, il n'est pas scientifique, il n'est pas économiste, il est historien, philosophe et auteur de best-sellers. 3 best-sellers, principalement, 3 seuls best-sellers d'ailleurs. Il y a Sapiens, sous-titré Une brève histoire de l'humanité, Homo Deus, sous-titré Une brève histoire de l'avenir, et surtout, pour ce qui nous concerne, 21 leçons pour le 21e siècle. Voilà. Et puis, il a fait également, puisque c'est la mode maintenant, des essais en bande dessinée. Il a mis Sapiens en bande dessinée. Voilà, un peu comme tout le monde s'y met, Jean Covici, etc. Bon. Alors, bon, ces livres, ils sont quand même vendus à plus de 45 millions d'exemplaires. Ils ont été traduits dans 65 langues et il est considéré comme l'un des intellectuels actuels les plus influents de ce temps. Pas moins que ça. Alors, il est beaucoup plus jeune, hein, puisqu'on a fait une chronologie ascendante. Il est né en 1976 à Haïfa, en Israël. Bon, il a obtenu son doctorat à l'université d'Oxford en 2002. Et il est actuellement maître de conférence au sein du département d'histoire de l'université hébraïque à Jérusalem. En 2019, à la suite du succès de ses livres, Harari et Itzik Yahav. Alors, Itzik Yahav, c'est son époux du même sexe, également manager, auquel il dédie habituellement ses livres. Tous les deux, ils ont cofondé Sapiens Ship. C'est une entreprise, c'est une entreprise à la croisée du divertissement et de l'éducation. Alors, bon, j'en sais pas plus sur cette entreprise. Le principal objectif, ce serait de concentrer le débat public sur les défis cruciaux auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Donc, une ambition clairement annoncée. Alors, en 2018 puis en 2020, Harari a prononcé le discours inaugural sur le futur de l'humanité, lors des 2 réunions annuelles du Forum économique de Davos. Harari rencontre régulièrement les chefs d'État pour aborder différents problèmes internationaux. Il a participé notamment à des débats publics avec le chancelier autrichien Kurz, le premier ministre des Pays-Bas Rutte, premier ministre grec Mitsotakis, il a avec Macron, avec Angela Merkel, avec le président argentin Macri, le président allemand Steinmeier et avec le maire de Shanghai, Ying Yong. En 2018, Harari a présenté la première conférence TED sous forme d'avatar numérique et en 2019, un débat a été organisé entre lui et le PDG Facebook Mark Zuckerberg sur la technologie et l'avenir de notre société. Alors, Sapiens, le premier livre, Une brève histoire de l'humanité, c'est devenu un succès mondial. Le livre explique que l'argent est le système de confiance mutuelle le plus pluraliste jamais conçu et que le capitalisme est la religion la plus réussie jamais inventée. Il a figuré dans le palmarès des meilleures ventes du New York Times. Il est resté dans le top 3 du palmarès du Sunday Times pendant plus de 96 semaines. Sapiens a été recommandé par Barack Obama, Bill Gates. Après, bon, il y a les acteurs, Nathalie Portman.
Pour le Guardian, Sapiens a révolutionné le marché de la non-fiction et contribué à populariser les livres intelligents. En 2016, il sort Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Ce livre a été acclamé par la critique et il examine les grands projets futurs auxquels l'humanité sera confrontée au XXIe siècle. Il annonce les 21 leçons. Et il pronostique notamment de nouveaux pouvoirs technologiques sans précédent qui devraient permettre à certains Homo sapiens d'améliorer artificiellement leur corps et leur esprit. Et en 2018, il publie 21 leçons pour le XXIe siècle, hein, sous-titré « Quels sont les plus grands défis et les plus grands choix d'aujourd'hui ?» Alors, 21 leçons pour le XXIe siècle, par des idées qu'il a déjà explorées dans ses deux précédents livres, mais il précise ses pronostics pour la fin du siècle, en mettant notamment l'accent sur l'impact de la technologie dans notre vie quotidienne, mais également dans la vie politique, dans la vie sociale et dans la vie, dans la réflexion existentielle. Ça se présente un petit peu comme une version modernisée des 10 commandements. En fait, c'est un galimatia de banalité du genre, bon, je ne vous ai pas sorti les 21 commandements, mais grâce à la technologie, l'histoire n'a plus de fin. La fin de l'histoire, ça n'a plus de sens. L'emploi va disparaître. Bon, là, on a du Rifkin. Le big data est partout. On va vers une seule civilisation mondiale. Alors, très intéressant, Dieu est au service de l'homme. Donc, Dieu est asservi à l'homme grâce à la technologie. Alors, je vais y revenir dans la conclusion. L'un des 21 commandements, c'est tout change tout le temps. Voilà. Et puis, en fait, le 19e ou le 20e résume tout, c'est les algorithmes vont s'occuper de tout. Alors, petite conclusion, après la présentation de ces trois prophètes qui dessinent ce que j'ai appelé l'émergence d'une spiritualité de la technologie, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'aucun de ces prophètes n'imagine, ne serait-ce qu'une seule seconde, la possibilité d'un déclin industriel. Alors, l'avenir, certes, est présenté comme étant semé d'embûches, bon, pourquoi pas, c'est le chemin de croix, mais au bout, il existe la possibilité, pour ceux qui auront bien suivi le catéchisme des prophètes, il y a la possibilité d'une vie meilleure grâce à la maîtrise de la technologie et notamment grâce à l'utilisation des algorithmes. Alors, la grande nouveauté, me semble-t-il, d'un point de vue disons, si on regarde avec le prisme de la spiritualité, c'est que le salut ne vient plus d'une entité supérieure, c'est-à-dire d'un Dieu, mais il vient de la maîtrise d'une architecture complexe issue du cerveau, du génie humain, une architecture complexe, un ensemble de produits et de services technologiques. Donc la croyance, elle n'est plus dans l'existence d'un Dieu, qui va se traduire par l'amour de Dieu, ma croyance c'est l'amour de Dieu, mais dans la durabilité, donc l'existence de Dieu, oui Dieu existe, la technologie scientiste, c'est la technologie va durer. L'existence de la technologie est durable. Et donc, l'existence de Dieu, qui est indubitable, débouche sur l'amour de Dieu. La durabilité de l'existence de la technologie, qui est indubitable également, débouche sur l'amour de la technologie. Donc, on a un amour de Dieu qui est remplacé par un amour de la technologie. Et le futur est toujours menacé, bien sûr, dans cette... on a toujours l'eschatologie possible, mais ce futur peut être sauvé, justement, par le catéchisme technologique. Bon, voilà très rapidement la présentation de cette idée, la technospiritualité émergente
dans notre 21e siècle. Bon, une conclusion, je ne sais pas. Pour conclure, tout du moins. Pour conclure, bon. Alors, je valide, bien entendu, et vous avez eu raison de le faire, le soulignement de la différence qu'il y a entre la science et la technique. Et là, on parle bien d'idolâtrie de la technique et pas d'idolâtrie de la science. La technique, en fait, elle est productrice d'objets qui sont des objets qui vont nous amener au paradis, qui vont nous rendre la vie meilleure. Cette technique est possible grâce à la science, mais ça, je veux dire, l'utilisateur ou le paroissien, on appelle comme on veut, n'en a pas la connaissance. Hein. Bon, il ne voit que l'outil, que l'objet, que le bien ou le service, bien ou service, qui est des technologies de service également. Alors, par contre, je ne partage pas votre optimisme sur le fait que tout ça est en train de s'écrouler. Je pense. Alors, bon, quel est l'ennemi ou quel est le virus fatal que porte en elle la technologie et qui va l'amener à s'éteindre d'elle-même. À mon avis, c'est toujours pareil, ce sont les ressources naturelles finies. Parce que la technologie, on passe de la science à la technologie avec des ressources naturelles finies. C'est les ressources naturelles énergétiques plus les ressources naturelles minérales, la fameuse association industrielle, matière et énergie, qui va permettre à la technologie de fabriquer des outils miracles, de fabriquer l'intelligence artificielle, de fabriquer les robots. Bon. Et donc, ça n'est que la disparition, donc la décroissance inéluctable, ce n'est que la disparition des composants de ces produits technologiques qui vont amener la fin de la technologie et rien d'autre. Ce ne sera pas la volonté du peuple, ce ne sera pas une contre-spiritualité qui va dire arrêtez d'utiliser les smartphones, etc., arrêtez d'utiliser les algorithmes. Il ne se passera rien de tout cela. Il n'y aura aucun volontarisme. Il y aura une contrainte par la raréfaction et donc par la disparition de la disponibilité en matériaux de base permettant la réalisation de la technologie qui mettra fin à cette technologie. Donc, alors, on peut toujours bien sûr rêver d'une action volontariste qui va hâter la survenue de cette fin de la technologie, mais à la limite, il suffit d'attendre et ça va s'éteindre tout seul.